Nous allons maintenant voir un concept absolument essentiel en programmation orientée objet, c'est le principe de l'encapsulation. Pour vous présenter ce principe, on va prendre un exemple. Imaginez que vous créez un jeu vidéo, vous allez créer une classe menu. À partir de cette classe menu, vous allez créer un objet menu que j'ai créé ici. Quand je l'ai fait en jaune, généralement, ce sont les objets et les classes, je les fais en bleu. Donc là, j'ai créé un objet. La variable, elle s'appelle menu et il est de type menu. Il a une seule variable à l'intérieur qui est le choix utilisateur, et d'une façon ou d'une autre, il est relié à un joueur qui s'appelle J1, qui a déjà des données à l'intérieur. Alors, quand je dis d'une façon ou d'une autre, je ne vais pas rentrer trop en détail de comment on la relie. On peut imaginer par exemple qu'il y a une variable à l'intérieur de menu, ou peut-être que dans une des fonctions de menu, on a créé localement une variable de type joueur qu'on appelait J1. Je ne sais pas comment il est relié, mais quelque part dans le code de mon menu, il y a un ou plusieurs liens vers cet objet J1. Votre application évolue et vous décidez d'ajouter en plus une notion d'arme. Donc on crée un objet qu'on appellera la batte, ça c'est le nom de la variable, qui contiendrait comme nom batte de baseball une force de 1. Et à l'intérieur de l'autre joueur, peut-être qu'on va mettre une variable pour faire référence à cette batte. Donc on commence à avoir plusieurs liens et on continue d'améliorer notre jeu. Peut-être qu'on va ajouter le bazooka avec comme nom lance-roquette et une force de 3. On a encore des liens qui se créent, puis j'envisage de faire du multijoueur, donc on aura un deuxième joueur qui va être créé. Ce joueur-là, il va utiliser la batte qui était déjà utilisée par J1, donc on a un lien croisé ici, c'est-à-dire que cette batte, elle va être utilisée à la fois par J1 et par J2. Puis il y a aussi peut-être des liens entre les joueurs, on peut imaginer que J1 et J2 vont communiquer, peut-être que lorsqu'ils s'affrontent tous les deux, J1 va retirer des points à J2, ou que J2 va retirer des points à J1, ou même les deux, donc on va avoir des liens entre nos joueurs qui vont se faire. Encore une fois, où est-ce que sont stockées les variables? Là, c'est pas important. Je veux juste que vous compreniez qu'il y a des liens qui se font entre les différents objets. On va aller encore plus loin. Je crée une troisième arme, la banane, la bombe banane. Alors, j'espère que vous avez compris que je faisais référence à Worms, un des meilleurs jeux de tous les temps, où des vers de terre s'affrontent avec une armada pas possible. Et j'adorais ce jeu quand j'étais jeune. D'ailleurs, je l'aime toujours, même si j'y joue un petit peu moins maintenant. Mais dans ce jeu, on avait la bombe banane, qui était une des armes les plus puissantes dans les premières versions du jeu, qu'on pouvait utiliser. C'est une genre de bombe à fragmentation, où il y avait une banane qui explosait, et ça lançait des petites bananes qui elles-mêmes explosaient et faisaient tomber les verres dans l'eau. Donc ça, ce serait une nouvelle arme qu'on pourrait proposer aux joueurs. Peut-être qu'on la crée d'abord dans le menu, et ensuite on la propose aux joueurs, et on peut envisager que le joueur 2 ait choisi de sélectionner cette bombe banane pour s'en servir. Maintenant qu'on a mis un petit peu tout le contexte, on prend un peu de recul sur le schéma et on voit qu'il y a des liens partout. On voit que tous nos objets, ils sont reliés les uns aux autres et c'est tout à fait normal. C'est le but de la programmation orientée objet. On va chercher à faire des objets le plus intelligents possible et on va faire communiquer ces objets, les faire coopérer ensemble pour avoir une application complexe. Ça évite de tout mettre au même endroit. Dans tous les cas, votre complexité, elle y sera. Votre jeu, il sera compliqué s'il est intéressant pour les joueurs et de fortes chances qu'il soit compliqué à coder. Par contre, si vous séparez en plein d'objets, ce sera plus simple à gérer pour vous. Mais en faisant tous ces liens, on a quand même des problèmes qui se créent. Lorsqu'on a plein de liens dans tous les sens, que chaque objet est relié à plein d'autres objets, on peut avoir un souci. Imaginez qu'au fil du jeu, un des joueurs, Ian par exemple, notre joueur 2, se retrouve avec un score de -3. Vous recevez un message utilisateur, oui, quand on est au milieu d'une partie, d'un coup, on ne sait pas pourquoi on est passé à -3. Alors vous voyez ça, peut-être que vous avez réussi à le reproduire sur votre application de test, sur votre ordinateur, et vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Bonne chance pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que cette variable score, elle a peut-être été modifiée dans le menu, peut-être qu'elle a été modifiée par une des armes, peut-être qu'elle a été modifiée par le joueur 1, peut-être que c'est le joueur de lui-même qui l'a modifiée, je ne sais pas à quel moment elle a été modifiée. Elle a été modifiée à plein d'endroits différents. Et où c'est qu'on a fait la boulette? Comment on va savoir à quel endroit on a fait la boulette? Alors la première chose à laquelle on réfléchit, c'est de se dire, bon, comment on a pu arriver en négatif? Peut-être que le joueur avait, je sais pas moi, 6 points de vie, et qu'on lui en a retiré 9. Et du coup, il s'est retrouvé à -3. Ou peut-être qu'il était déjà à 0 et qu'on lui a retiré 3 points. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a de fortes chances que le joueur était proche de 0 ou déjà à 0, et qu'on a continué à retirer du score sur ce joueur-là. Et effectivement, il aurait fallu mettre un if, une condition en disant si le joueur est déjà en négatif, je ne peux retirer que ce score-là, ou voilà, trouver une moyenne de ne pas faire ce bug-là. La correction, elle est relativement simple, c'est juste une condition à mettre quelque part. Mais où est-ce qu'on va la mettre, cette condition? Si la modification de score peut être faite à plein d'endroits différents, vous voyez faire un copier-coller partout, faire un if ici, puis vous le mettez ici, puis vous le mettez ici, puis vous le mettez ici. Oui, ça marcherait, vous l'aurez plus le bug. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas viable sur le long terme. Parce que là, c'est un exemple pour la variable score, mais on a aussi pour celle-ci, puis pour la force des armes, et puis pour le pseudo. Et puis sur un programme plus complexe, vous aurez des tas d'autres variables. Si vous commencez à multiplier votre code comme on multiplie les pains, ça ne va pas le faire. Ça sera ingérable pour vous, parce que
si vous ajoutez une autre utilisation ailleurs, vous allez peut-être oublier de mettre ce if, et puis bon, ça devient un enfer à gérer. On ne multiplie jamais le code, on ne fait pas de copier-coller, on trouve un moyen de réutiliser du code, c'est toujours la meilleure solution en programmation. Alors comment on va pouvoir faire ça? On va se concentrer justement sur ce joueur J2, essayer de voir un peu comment on peut travailler avec lui. Donc notre joueur J2, il a un pseudo et un score. Jusqu'à présent, les autres objets, donc les liens qui sont ici, je ne me rappelle plus quels étaient les objets, mais ce n'est pas vraiment important. N'importe quel autre objet qui se sert de lui va passer par un de ces liens-là. S'il veut modifier son score, il faut que tous ces liens-là fassent attention à ce qu'il n'y ait pas de bêtises, donc ils vont mettre des if partout. Plutôt que de mettre le if partout à l'extérieur, pourquoi ne pas le mettre à l'intérieur? Oui, une variable ne peut pas avoir de code associé, mais on a vu ensemble qu'il était possible de créer des fonctions dans nos objets. Pourquoi ne pas ajouter une fonction, par exemple, perdre des points? Cette fonction, elle reçoit le nombre de points à retirer. Par exemple, le joueur, s'il a 6 points, cette fonction, elle recevrait peut-être la valeur 9. S'il a perdu 9 points dans une partie et que cet objet-là, en haut, décide de retirer 9 points à J2, au lieu d'écrire directement dans la variable score le nouveau score, au lieu que lui fasse la soustraction là-haut, il va appeler la fonction perdre points en proposant la valeur 9. Le mot proposé, il est vraiment important parce que cette fonction perdre points, elle va essayer de les retirer, mais le if dont on parlait, on va le mettre à l'intérieur de cette fonction. Et si le code ici protège bien la variable, c'est-à-dire qu'il va veiller à ce qu'on ne passe pas en dessous de 0, par exemple si on était à 6, quand on retire 9, il va s'arrêter à 0, il va retirer que 6 et pas 9. Si on était déjà à 0, il va ignorer complètement l'appel. Ce qu'on lui propose de retirer, il ne va pas les retirer. Vous voyez, cette fonction perd de points, elle peut être intelligente, elle peut essayer de corriger les erreurs qui auraient été faites à l'extérieur. Si tous les appels qui sont ici passent par cette fonction, alors vous êtes sûr que vous ne passerez plus jamais en négatif, puisque cette fonction, elle va veiller à ce qu'on n'y passe plus. Et puisqu'on a créé une fonction très pratique qui est capable de perdre des points intelligemment, on va pouvoir aussi ajouter une fonction pour ajouter des points. Et ça, c'est le principe de l'encapsulation. L'idée, ça va être, au lieu d'utiliser les variables de l'extérieur, ce qui expose un risque, puisqu'à chaque fois qu'on va modifier les variables de l'extérieur, on prend le risque de les modifier de façon incorrecte par rapport à ce que le joueur voudrait faire, et au lieu de faire ça, on va passer par des fonctions qui vont modifier les variables à notre place. On encapsule l'intelligence à l'intérieur d'un objet et on veille à ce qu'il n'y ait que lui qui fasse ces modifications pour être sûr que les valeurs restent correctes.